Toutes les familles ont des secrets, plus ou moins lourds. Même dans l'ordinaire d'un dossier, l'extraordinaire peut surgir n'importe où. Fille de Georgette Edmond, incroyable. Elle avait bien une fille. Mon métier consiste à retrouver la famille d'une personne qui est décédée. Non mais on peut pas faire un pas devant l'autre en fait. On n'est pas là uniquement pour transmettre des biens, on contribue à une réparation. J'y crois même pas, je réalise même pas. C'est énorme pour moi. Je vous remercie. En fait, on peut véritablement changer la vie des gens. On est sur un actif de succession aux alentours d'1 million. On est des familles ouvrières, je dirais. D'un seul coup, savoir qu'il y a autant d'argent. On mélange la petite histoire avec la grande histoire. Nélis a été arrêtée par les SS à Athènes et déportée à Bergen-Belsen. Ça donne la chair de poule. C'est terrible comme histoire. Et quelle branche de la famille est ici? C'est le roi Lan. Je ressens une inquiétude parce que quand même on s'approche de la frontière de pays qui sont en guerre. C'est un véritable coup de tonnerre dans le dossier. Qui est sur la photo là? C'est votre demi-sœur, Jocelyne. J'ai une sœur? Comment est-ce que je pourrais vous remercier? C'est un peu ça qui est fou avec le métier de généalogiste, c'est d'avoir des histoires aussi extraordinaires. Elle s'aventurier de l'extrême. Il fait extrêmement froid. Il y a des dossiers qui marquent plus que d'autres. Celui-là, oui, je m'en souviendrai probablement toute ma vie. Ce qui fait tout le charme du métier, c'est que on ne peut absolument jamais savoir où il va nous mener. Parfois, les recherches nous emmènent très loin, dans différents pays. Et quand on retrouve les héritiers, ce sont des gens qui sont très proches du défunt, comme des enfants, des petits-enfants. Je suis Stéphanie De Villers, je travaille à l'étude LED depuis une trentaine d'années. Stéphanie De Villers et sa collègue Vesna s'envolent direction Belgrade, en Serbie. Le notaire nous appelle pour nous confier un nouveau dossier. La défunte, qui s'appelait Draga, était d'origine serbe et elle était venue en France avec sa fille. Décédée en Serbie il y a plus de 20 ans, Mirjana, sa fille unique, a eu 2 enfants en France. Gordana et Maurice. Les généalogistes doivent vérifier qu'ils sont bien les 2 uniques héritiers de Draga. Les enfants n'ont donné aucun élément au notaire. Le notaire n'a pas de livret de famille, il n'a rien du tout. Si Draga a terminé sa vie en France, sa fille Mirjana était retournée en Serbie, en laissant ses 2 enfants avec leur grand-mère. Si je comprends bien, nous devons confirmer que Mirjana n'a pas d'autres enfants. Je m'appelle Vesna Loznica. Je m'occupe des recherches internationales et beaucoup de recherches en ex-Yougoslavie. En fait, j'ai besoin de savoir ce qui se passe après. Après, quand elle repart en Serbie. Après, voilà, d'accord. Dans les années 60, beaucoup de personnes ont quitté l'ex-Yougoslavie pour aller travailler tout simplement à l'étranger. La qualité de vie était meilleure, mais la vie n'était pas si simple. Et dans les années 70, Mirjana, la fille de Draga, rentre en ex-Yougoslavie en laissant Gordana et Maurice être élevés par la grand-mère, donc par Draga. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de partir à Stalac, au cimetière, pour qu'on retrouve la tombe. Là, on verra qui a fait la tombe. Et en général, c'est des enfants. Ah, c'est pas mal. En fait, c'est ça, il faut qu'on retrouve ça. Ce qu'on cherche, c'est de savoir ce qui s'est passé entre son retour en Serbie et ensuite son décès. Elle aurait pu avoir une autre vie. Et c'est au cimetière de Stalac, un petit village de 1500 âmes au sud de la Serbie, que les 2 généalogistes Vesna et Stéphanie les pierres tombales qui sont faites récemment espèrent trouver des indices sur la vie de Mirjana, la fille de la défunte. C'est très grand. Vesna m'explique, quand une personne décède, ce sont les enfants qui organisent les obsèques et ils commandent la tombe, mais en plus, ils mettent leur nom sur la tombe. Bonjour. On cherche la tombe d'une certaine Mirjana. Monsieur va essayer de nous aider à retrouver.
A, to je to. Ah, il a trouvé? Da. Ah, c'est là. Da, jeste. Hvala vam puno. Oui. Hvala Merci, puno. monsieur. Hvala. Jenja. On va s'approcher un petit peu pour voir la photo. Il y a marqué Mirjana, née en 1944 et décédée en 2004. Et là, c'est indiqué que la tombe est faite par sa fille, comment elle s'appelle? Daniela, et son gendre, Dejan. Il y a pas de Du nom. coup, c'est la petite fille de la défunte, et notre héritière. Potentielle héritière. A priori, il n'y a que Daniela, parce qu'il y a marqué que Daniela. Normalement, on devait avoir... Il y a 3 enfants qui font la tombe, on met les 3 enfants. On met les noms de tout le monde. D'accord. Quand on découvre ça, on est très surpris parce que, d'après le notaire, les 6 enfants qui étaient en France étaient persuadés qu'ils étaient les seuls. Pourquoi les frères et sœurs n'ont pas parlé, mais en même temps, je me dis, peut-être qu'ils ne savaient pas. Je suis pressée à retrouver la fille pour connaître l'histoire. Qu'est devenue Daniela, cette fille que Mirjana a eue après son retour en Serbie? Et surtout, c'est elle de son côté qu'elle a un frère et une sœur en France. Dans ce dossier, les généalogistes vont aller de surprise en surprise. Quand on rentre dans un nouveau dossier, c'est toujours une page blanche, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver. On découvre des histoires familiales compliquées, des gens qui sont en rupture. C'est à nous de recréer le lien et de recomposer le puzzle familial. Je m'appelle Jeanne-Marie Bagné, je suis généalogiste successorale depuis un peu plus d'1 an et demi. La généalogiste est mandatée par un notaire normand pour intervenir dans une succession bloquée depuis plus de 10 ans, car un des héritiers, un frère du défunt, est porté disparu. Il y a une succession de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est la succession de Maurice, qui, étant célibataire sans enfant, laisse pour héritier ses frères et sœurs. Donc, il y a 3 frères et sœurs décédés, donc avec des neveux et nièces, et un frère qui a disparu. Bonjour. Bonjour Julien. Tu voulais me voir? Ouais, Et notre mission, c'est de retrouver Bernard, dont on a perdu la trace. En fait, je t'explique, il s'agit de retrouver une personne qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok. Donc, Dans ce dossier, Jeanne-Marie fait équipe avec Julien, qui vient de rejoindre le cabinet à 22 ans et dont ce sera l'une des premières enquêtes. Bernard a disparu à peu près en 1943. Et depuis, ils ne savent pas du tout s'il est vivant, s'il est mort, s'il a refait sa vie ailleurs. D'accord. En fait, il avait le désir de s'engager dans la Légion. C'est tout ce qu'ils ont été capables de nous donner comme information. Et à partir de là, plus de nouvelles de lui. Sur cette histoire de Légion, il y a des preuves, il y a des choses qui amènent à dire... Non, il n'y a aucune certitude en fait. C'est des on-dit. Voilà, c'était peut-être un désir qu'il avait. Ils ne savent pas si ça aboutit. Donc en fait, le seul document que l'on ait, c'est son extrait d'acte de naissance. D'accord. Il est né en 1926. En 1943, la dernière date où on a de ses nouvelles, il avait 16 ans. 16 ans, 17 ans. Voilà. D'accord. Les premières recherches du généalogiste sont loin d'être concluantes. Bernard est introuvable. On a interrogé les archives militaires de la Légion. Il n'y a pas de fiche qui ressort pour Bernard, et donc on doit aller chercher autre part. Donc dans cette région normande, évidemment, on peut penser qu'un jeune homme ait pu disparaître lors d'un bombardement. Plusieurs bases de données disponibles en ligne recensent les noms des victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, en tapant son nom... Il est présent sur aucune des 3 bases de données. On a déjà eu des cas de personnes qui sont décédées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui laissent aucune trace. Il faut imaginer que pendant, par exemple, le débarquement, l'atmosphère générale n'est pas à aller compter les morts civiles et à aller dresser des actes de décès pour ces personnes-là.
On a 0 résultat partout, que ce soit pour les morts en déportation, les morts au combat, même pour les conflits suivants, que ce soit la guerre d'Indochine, la guerre de Corée, on n'a rien du tout qui apparaît. Et donc on se dit que ça va être très compliqué et qu'il va falloir un peu sortir des sentiers battus pour essayer de retrouver Bernard. Le jeune généalogiste est alors bien loin d'imaginer que ses recherches vont le plonger dans une page sombre et méconnue de l'histoire de France. Près de Strasbourg, après une enquête à rebondissement, Jérôme et Julien ont eux retrouvé tous les héritiers de Marie-Rose. Dans l'épisode précédent, C'est assez original ça d'avoir une photo dans C'est rare. au début. Effectivement. ils ont découvert qu'elle avait de nombreux frères et sœurs. Ils sont 10 enfants et aucun n'a pris contact avec le notaire. Ils ont également eu la surprise de retrouver une fille de la défunte. Mais ça veut dire que votre sœur, elle aurait eu des enfants? Oui, elle avait une fille, oui. Élevée loin de sa mère, Christine se découvre une famille. Il y a une grande famille. Vous avez une très grande famille. Donc c'est tout bénef et c'est magnifique. C'est enfin le grand jour pour Christine, qui s'apprête à rencontrer sa tante, la sœur de sa maman, qu'elle n'a quasiment pas connue. En marchant là vers la maison, de savoir qu'il m'attendait, puisqu'il savait que j'allais venir. Donc c'est un tourbillon. On est du même groupe sanguin. Et puis c'est elle qui a prouvé mon existence. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Pas trop stressé? Ça va? Ça va. Ouais, beaucoup de questions et beaucoup d'émotions, surtout. C'est normal, c'est un grand moment là. Ouais. En fait, elle a vécu 50 ans en ignorant complètement une partie de sa famille. Et je sens qu'elle vit de manière intense cette rencontre. Ça va aller. Ça va bien se passer. On a même peur pour elle, en fait. Nous, on a envie que ça se passe bien, mais au fond, on ne sait pas comment ça va se passer. On espère juste que ça va être un beau moment et des belles retrouvailles. Ah, non, ça marche pas. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vous présente Christine. Ah, ressemble à sa maman. Et Corinne. Enchantée. Et vous ressemblez à votre sœur. Allez-y. Ah, une belle table. Ah ouais, c'est Noël, hein. Ah, que des bonnes choses. Waouh. Bah, j'aime Noël. Et moi donc. Quand on rentre chez Corinne, elle a tout préparé. Elle a préparé des petits gâteaux, elle nous reçoit vraiment dans de très bonnes conditions. Et en fait, c'est tout de suite chaleureux. Pour accueillir au mieux cette nièce qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle considère déjà comme quelqu'un de la famille. Ça, c'est mes deux fils. Il y a quand même pas mal de cousins, cousines, hein, vu du côté de ma sœur qui a 2 enfants, j'ai un frère qui a 2 enfants, un autre frère qui a un enfant, et moi qui en a 4. D'accord. Eh ben, je suis perdue, hein, parce qu'avec tout ça, Vous multipliez votre famille par 4 ou 5 là. Ouais, largement. Ouais. Là, j'ai du mal à le croire, en fait. Je crois que c'est ça, le ressenti que j'ai là, je suis perdue. Je suis très contente de la connaître, et puis on sera là pour toi. C'est énorme pour moi. Je vous remercie. Ouais, de rien. Je vais te donner mon numéro alors, hein, puis on s'appellera. Pour le 26, si c'est toujours d'accord. Oui, pas de souci. Olivier peut te chercher, pas de souci. Je vais tout de suite lui envoyer un message, en fait. Ouais, comme ça, j'aurai le tien. Mais oui. Ouais, très gentil. Dommage que j'ai pas pu te connaître quand tu étais petite. Hein. Ouais, on dit toujours ça, mais... J'en entendais Mais parler en fait, il n'est par ma jamais trop sœur. tard. Oui, Il n'est jamais trop tard, mais c'est vrai que... Ouais, je pense que pour la première fois, là, je me rends compte que c'est le lien que j'ai de moi et ma mère, quoi. J'ai pas beaucoup de photos, on faisait pas... Elle avait toujours des longs cheveux, c'est ce que je me souviens de ma mère. Hein. Oui, ouais. T'es une belle femme quand même. Ouais. Corinne, ça sera jamais ma mère, mais ça peut aider. On a le sentiment, en fait, en écoutant Christine, que finalement, elle va écrire une nouvelle page de sa vie. Ça fait un peu partie de la magie de ce métier, de permettre à des familles de se retrouver. C'est l'un des plus beaux moments dans la vie d'un généalogiste, quand des gens qui ne se connaissaient pas se rendent compte qu'en fait,
ils ont plein de points en commun, et en particulier, ils font partie de la même famille. Dans le sud de la Serbie, l'enquête de Stéphanie et Vesna a bien progressé. Bon, ici, à l'état civil, on va trouver des réponses à nos questions, je pense. Les généalogistes ont retrouvé une nouvelle héritière dans la succession de Draga, On y reste optimiste. Daniela, une petite fille de la défunte. Une fois qu'on a découvert donc, sur la tombe le prénom de Daniela, il faut essayer de la trouver maintenant au niveau des actes de naissance et tout ça. Bonjour. Je suis Vesna et voilà Stéphanie. Maya, enchantée. Nous avons une personne qui est décédée en France, Draga, qui avait une fille, Mirjana. Mirjana? Oui, Mirjana. Pouvez-vous voir si Mirjana a eu une fille qui s'appelle Daniela? Rien, je ne trouve rien. Non, vous ne trouvez rien. C'est bizarre. C'est la fille, ça c'est sûr. Et c'est que les enfants qui peuvent inscrire le nom sur la tombe ou des on va amis, confirmer par Maya. Ouais. Maya, nous avons vu que sur la pierre tombale était écrit « Le monument funéraire a été érigé par sa fille Daniela ». D'accord. Donc c'est sa fille, Daniela. Oui, mais probablement elle s'était mariée et avait changé de nom de famille. Donc ça pose un problème parce qu'en fait, si t'as pas le nom de femme mariée, tu peux pas les trouver. Tu peux pas retrouver. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. À l'état civil en Serbie, lorsqu'une personne est mariée, elle perd son nom de jeune fille. Et en fait, il faut connaître son nom d'épouse. Et on n'a pas son nom d'épouse. Donc, on est assez perturbés. Est-ce qu'il existe d'autres enfants? Je viens de trouver quelque chose. Un fils. Ah. En fait, elle trouve un fils. Un fils? Un fils. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Goran. On vérifie 3 fois. Je demande à Maya de revoir. Oui, effectivement, il y a encore un enfant, Goran. C'est magique. Donc on pensait trouver une petite fille et en fait on repart avec un petit-fils. Un petit-fils. Mais toi tu penses qu'elle existe vraiment, Daniela? On va la trouver. Oui. Il faut localiser maintenant Goran. Il faut qu'on cherche Goran. La succession de Draga s'avère plus complexe que prévu. Et ce n'est pas le dernier rebondissement qui attend les généalogistes dans ce dossier. Derrière les ruptures familiales, se cachent souvent des secrets de famille, plus ou moins avouables. À Nanterre, Julien et Jeanne-Marie poursuivent leurs recherches à la bibliothèque La Contemporaine. On peut commencer en 1939-40 et ensuite regarder. Pour retrouver Bernard, dont la famille a perdu la trace au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, on peut aller plus au Là, fond. on a du 43. Ça serait pas mal, ça? Ouais, 43. Hein? Parce que c'est à peu près à cette période. Dans ces rayons sont conservés les principaux journaux et revues de l'époque. On va faire une grande battue d'année en année, en se divisant un peu le travail. Là, on est en mars 1940. Donc on va essayer d'avancer jusqu'au moins à la fin de la guerre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de documents à regarder et il faut espérer qu'à un moment, on tombe sur le bon. On est vraiment au point mort et en fait, la presse, c'est un peu le coup de la dernière chance. C'est que si on trouve rien dans la presse, il y a très peu de chances qu'on trouve quelque chose derrière. Cette recherche, c'est l'aiguille dans la botte de foin. Il faut parcourir les rubriques nécrologiques, des tas d'articles. Tous les documents concernant la résistance, c'est ça? C'est à peu près la période où la famille a perdu la trace. De Bernard. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a 17 ans en 1943, qui a envie d'aventure. C'est contre les Français qu'il faut défendre la France. Et se dire quel chemin il a pu prendre. Si nous n'avons rien retrouvé du côté de la résistance, alors peut-être qu'il est de l'autre côté. Et donc là, on est sur Le Matin. Et donc là, c'est aussi un journal de la collaboration qui a été interdit à la fin de la guerre.
Dans cette période-là, sachant qu'il vient de Normandie, il habite en France occupée, et donc on peut penser qu'il a peut-être participé à la collaboration. Grand quartier général du Führer, 1er juillet. Donc là, on a des photos du front. Là, c'est un article sur les engagés français dans la Waffen-SS, donc les volontaires français qui partaient combattre avec les Allemands dans l'armée nazie. Je suis venu au SS par idéal parce que j'ai admiré les SS allemands qui combattaient près de nous. C'est aussi ce qui a conquis Jean Rouc de Troyes après 6 mois avec les jeunes ouvriers français travaillant en Allemagne. Et Bernard. Donc là, ça pourrait être le nôtre, Bernard de Lisieux. Ah oui? Parce que toute sa famille vient de Lisieux. Incroyable. Ouais. On va pas se mentir, quand on voit ça, c'est incroyable. C'est une dose d'adrénaline. Et donc là, on tombe quand même de haut. Il a fait partie des premiers engagés français dans la Waffen-SS. La contagion de l'héroïsme, c'est dingue. Et puis en plus, on a une photo de tout ce petit monde. Donc peut-être que notre Bernard est l'un d'entre eux. Il avait 17 ans, 16 ans. Au moins, on sait de quel côté regarder maintenant. Donc c'est... On a trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Les raisons qui nous font aimer ce travail, c'est qu'on mélange la petite histoire avec la grande histoire. Ça veut dire qu'on arrive sur la vie d'une personne lambda et qui se retrouve en fait à 16 ans au milieu du second conflit mondial et qui se retrouve en fait à rentrer dans le camp adverse. Pour confirmer que Bernard a officiellement rejoint les rangs des Waffen-SS et connaître sa destinée, les généalogistes vont devoir se plonger dans des archives longtemps classées secret défense. Au Vietnam, Marine et David sont toujours sur les traces des héritiers de Phan. Dans l'épisode précédent, les deux généalogistes ont découvert que sa famille appartenait à la dernière dynastie impériale du Vietnam. Toute votre famille descend de la famille impériale. Oui, c'est ça. Je suis sans voix. À Hanoï, ils ont pu consulter une archive exceptionnelle, un livre de 4 kilos d'or, contenant les noms de chaque génération de cette dynastie. Pour bien comprendre, la première génération est là. Ce sont les miennes, puis Hong, Ung. Je pense que vous devriez aller à Hue, la capitale de l'Empire. C'est donc à Hue, l'ancienne cité des rois, qu'ils poursuivent leur quête. La cité impériale est immense. Quand on est au cœur de la cité impériale, je sens très clairement et littéralement le poids de l'histoire. On est évidemment transporté et émerveillé par la beauté des temples, des édifices de cette cité impériale. C'est magnifique. Les généalogistes ont engagé de gros frais pour retrouver les héritiers de Phan. Ils espèrent être sur la bonne voie en venant ici. Il me semble qu'il est là. Regarde, Ung Tong, le grand-père de Phan. Ça pourrait. Je te jure que c'est lui. On sait qu'on doit retrouver la génération des débuts. Avec Marine, on entend de la musique qui provient d'un temple, donc on décide d'aller voir. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a des gens en costume qui semblent reconstituer une cérémonie. C'est évidemment pas tous les jours qu'on tombe sur ce genre de cérémonie dans nos recherches. Ce temple, c'est réservé au culte des seigneurs. D'accord. Et on comprend qu'il s'agit d'une cérémonie royale. On a la chance de pouvoir échanger avec une femme qui participe à la cérémonie et qui parle français et qui nous indique être l'épouse d'un descendant, lui aussi, de la famille impériale. Et quelle branche de la famille est ici, est présente ici? C'est le roi Lan. Ah, d'accord. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas la bonne branche de la famille qui nous concerne. Par contre, il nous invite à nous retrouver un peu plus tard pour échanger avec un spécialiste de la famille impériale avec lequel ils sont en contact.
Pour Marine et moi, c'est un coup de chance incroyable. Ah, c'est magnifique, hein. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir avoir de la part de spécialistes de la famille impériale un maximum d'informations sur la généalogie. Oui, je suis généalogiste, spécialiste de la dynastie des rois et empereurs du Vietnam. En fait, je suis le responsable principal de la recherche sur la lignée des descendants du roi Minh Mang. C'est un confrère, alors. Oui, tout à fait. D'ailleurs, voici ma carte. Merci, Et là, on comprend que c'est exactement le contact qu'il nous fallait. Donc, il y a le roi Minh Mang. Il est le deuxième roi de la dynastie. Il a eu 78 princes et 64 princesses. Et chacun d'eux a eu plusieurs enfants. Parmi ces enfants, il y en a un qui s'appelle Ung Ton. Ça c'est la lignée qui nous intéresse. Les enfants de Ung Ton, vous en avez connu? Oui, on en connaît deux. Ung Ton a eu un enfant très connu dans l'histoire. C'est Bulok, le premier ministre pendant la période du roi Bao Dai. Et il y a eu un autre fils qui s'appelait Butuyen, un boxeur assez célèbre. Mais tous les deux sont décédés. Ce généalogiste va évoquer deux noms qui nous confortent dans nos recherches. C'est-à-dire que ce sont deux noms qui commencent par Bu. Donc on se dit qu'on est sur la bonne piste avec lui. Il m'en manque 28. Vous connaissez d'autres frères qui pourraient être au Vietnam encore? Ah, il y a Buyuk aussi. Buyuk. Malheureusement, il est décédé, mais il aurait un fils qui s'appelle Vinh Can et qui potentiellement vivrait au Vietnam. Vinh Can habite aussi à Hue? Ah oui, voilà. D'accord. C'est merveilleux, ça. Parmi la multitude de descendants de la famille royale, on a enfin un héritier vivant. Les généalogistes vont alors se mettre en quête de Vinh Can. Ils s'occuperaient d'un temple dédié à ses ancêtres. Mais la ville de Hue en compte des centaines. C'est un peu plus loin. En Serbie, l'enquête se poursuit aussi pour Stéphanie et Vesna. Oui. Et la chance semble leur sourire. Elles ont localisé un des deux nouveaux héritiers de Draga, son petit-fils, Goran. À la base, on partait pour retrouver personne, quoi. On pensait que c'était une simple vérification. Et là, il s'avère qu'on a déjà 2 héritiers en plus. Il fait nuit et fais attention. Ah bah oui, on est dans les montagnes. Elles espèrent être enfin fixées sur le nombre total d'héritiers. Une maison rose, là. Ça doit être une maison comme ça. Non, il n'y a pas de nom. On arrive devant chez Goran tard le soir et on se dit, bon, est-ce que quelqu'un va nous ouvrir? Et les chiens? Il n'y a pas de chien? Je sais pas. Bon, allez. On va essayer. Ah, en tout cas, il y a des jolies fleurs. Je crois qu'il y a quelqu'un. Hein. Ça a l'air, il y a des lumières. Ah, ça y est. Bonsoir, désolée de vous déranger. Est-ce ici qu'habite Goran? Oui, c'est ici. Est-ce qu'on pourrait le voir? Non, il n'est pas là. Qui le demande? Nous représentons un cabinet de généalogie de Paris. On s'était dit, ça y est, on va le voir, on va pouvoir lui poser des questions. Et patatras, pas de Goran. Il va revenir, votre mari? Vous pensez qu'on pourrait le rencontrer? Malheureusement, Goran est en détention provisoire et vous ne pouvez pas le rencontrer. C'est comme ça. Ok, non, on ne peut pas voir Goran. Il est en prison en ce moment. Et donc, on ne peut pas le voir. Donc, on va quand même expliquer à la dame pourquoi on est là. Et... Elle peut le voir, elle a contact avec lui. Il y a ce contact aussi. Décidément, on n'a vraiment pas de chance dans ce dossier, puisque Daniela, on ne sait toujours pas où elle est. Lui, finalement, il est en prison. Il faut espérer que sa compagne va pouvoir nous renseigner. Nous avons eu un mandat d'un notaire pour trouver les héritiers de Draga, qui est décédé il y a un moment. Est-ce que vous étiez au courant de son décès? Oui, je savais que c'était la grand-mère de Goran. Dites-moi, est-ce que Goran avait des frères et sœurs? Goran a encore une sœur et 2 frères. En France? Non, ici, en Serbie.
une sœur et 2 frères en Serbie. Ah d'accord. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette histoire? Là, on tombe des nuls, on dit mais c'est pas possible, il y en a combien comme ça? Et en fait, ils sont 4 enfants. Comment ils s'appellent? La première, c'est Daniela. Et puis Sacha et Jarko. Nous ne savons pas encore exactement quelle sera sa part de l'héritage. Peu importe la somme, j'espère qu'il aura quelque chose. Personne ne l'a jamais aidé et il n'avait jamais rien eu avant moi. Cela signifiera beaucoup pour eux tous. Je ne dis pas ça seulement pour lui, je pense à eux tous. Cela signifiera beaucoup. Quand Mirjana rentre dans les années 70, donc elle refait sa vie, elle a 4 enfants, donc 4 nouveaux héritiers. Je me retrouve avec en tout 6 héritiers. Pourquoi ces 2 fratries sont-elles restées séparées d'un bout à l'autre de l'Europe? Les généalogistes repartent avec le contact de Daniela, l'une des héritières, et espèrent la rencontrer rapidement pour enfin comprendre cette énigme familiale. Sur la piste de Bernard, disparu depuis plus de 80 ans, dont ils ont retrouvé la trace dans un journal collaborationniste, les généalogistes se rendent au centre historique des archives militaires de Vincennes. On sait qu'ils sont engagés dans la Waffen-SS en décembre 1943. Après, on ne sait pas ce qui devient Bernard. Donc là, il faut rechercher sa trace, savoir s'il est mort, s'il a survécu. Durant la Seconde Guerre mondiale, on dénombre 9000 Français engagés volontaires au service des nazis. La Waffen-SS, formation de guerre, ce n'est pas seulement une unité militaire, c'est aussi un ordre puissant où chaque membre reçoit une instruction morale et politique qui le rend digne de faire partie d'une élite. Les jeunes apprennent à faire preuve de courage, d'endurance et d'esprit de décision. Ici, sont conservés les documents qui retracent leur histoire. Regarde, le corps des volontaires français dans les SS a été formé en début juillet 1943. Ils recrutent des jeunes gens âgés d'au moins 18 ans. Les jeunes engagés touchent 10 000 francs comme prime. Arrivés à leur lieu de cantonnement, ils reçoivent leur équipement complet et l'instruction commence immédiatement. Donc c'est peut-être ça qui l'a motivé à partir, du coup. C'est peut-être ces 10 000 euros, 10 000 francs. Ces documents émis par les services secrets français ont été déclassifiés à la fin des années 90. Parmi ces centaines de lettres de dénonciation et ces comptes rendus d'arrestation, les généalogistes cherchent Bernard. Et là, ah bah c'est lui. Mais c'est dingue. C'est lui. Bernard, né le 29-06. Ça correspond à son acte de naissance. Engagé volontaire dans les Waffen-SS. Mais alors après, le problème, c'est qu'est-ce qu'il est advenu de Bernard après? Est-ce qu'il est parti dans un autre pays? Est-ce qu'il est resté en Allemagne? Est-ce qu'il a fondé une famille en Allemagne? La fiche de renseignement ne fait pas état de femmes, d'enfants, d'une localisation précise. On a juste un peu comme un mandat de recherche qui est émis par les services de renseignement, mais c'est tout. On n'a pas plus de pistes que ça. Oh, c'est impressionnant. Ouais. Et donc là, on a vraiment les photos de classe. Regarde. C'est incroyable. Incroyable. Il est là. Mais c'était un gamin, en fait. Il était tout jeune. On a retrouvé la photo de Bernard. De Bernard, dans son uniforme de la Waffen-SS. Il avait 16-17 ans et on se demande qui a pu le pousser à faire ça. Pourquoi? On n'a pas toutes les données, on sait pas pourquoi il a fait ça, mais c'est vrai que ça va être un choc, effectivement, pour la famille qui reste, de savoir qu'en fait, il s'était engagé de l'autre côté. Bernard a-t-il survécu à la guerre? Les généalogistes vont devoir retracer l'avancée de sa division au sein des Waffen-SS sur le front est de l'Europe. Au Vietnam, dans la cité impériale de Hue,
la quête de Marine et David se poursuit. Il leur reste encore 28 héritiers à retrouver, tous descendants de l'empereur du Vietnam. Ils sont sur la piste de Vinh Can, un cousin du défunt. Il s'occuperait d'un temple en l'honneur de ses ancêtres. Mais la ville de Hue en possède plus de 300. La famille impériale a régné pendant 400 ans sur le Vietnam. Et une des traditions, c'est que chaque génération, chaque famille va construire un temple en l'honneur de ses parents et de ses aïeux. Et donc parmi les gens qu'on rencontre, on nous apprend l'existence d'un temple dédié à Ong Ton, le grand-père du défunt. On a l'espoir de tomber sur un descendant de Ong Ton et pourquoi pas sur Vinh Can. À Hue, au Vietnam, Marine et David sont toujours sur les traces d'un cousin de Phan, descendant de la famille impériale. Vinh Can s'occuperait d'un temple en l'honneur de ses ancêtres. On nous apprend l'existence d'un temple dédié à Ong Ton, le grand-père du défunt. On a l'espoir de tomber sur un descendant de Ong Ton et pourquoi pas sur Vinh Can. Par miracle, on tombe sur Vinh Can qui est en train de prier et d'honorer ses ancêtres. Enchanté de vous rencontrer. Nice to meet you. Je suis ravi et très honoré de vous voir ici. Que vous vous intéressiez à notre famille et à mes ancêtres. Ça fait des années que je m'occupe du temple de ma famille ici. Et il nous invite à venir chez lui pour discuter. Regarde, c'est la maison qu'on voyait en photo. La maison qu'on voyait en photo? Regarde, t'as les colonnes. C'est fou. Je crois qu'on a vu votre maison en France sur une photo. Oui, c'est ça, c'était juste devant. Ouais. Avec toute la famille devant ici? Oui. C'est ça? C'est assez symbolique de voir cette maison, le berceau familial, dont on a vu la photo prise un siècle auparavant. De la retrouver, c'est comme si une boucle se bouclait. Elle est complètement transformée et vraiment délabrée. Et voilà ma sœur, Thuy-Anh. Ravi de vous rencontrer, madame. Bonjour, enchantée, je suis Marine. On est vraiment content d'être arrivé jusqu'ici. Parce que vous savez, on a vu une photo en France de votre maison et c'était notre objectif de réussir à enfin vous rencontrer. Et on y arrive. Du coup, j'ai énormément de choses à vous demander et à vous montrer. Dans ce dossier, M. Phan est décédé sans enfants et sans frères et sœurs. Donc, ses héritiers sont les frères et sœurs de sa maman. Ou si jamais ils sont morts, ce sont ses cousins. Ce qui est votre cas. Vous êtes tous les deux héritiers de M. Phan. Monsieur Phan avait environ 100 000 € sur ses comptes en banque. Et il avait aussi 2 propriétés, dont une juste à côté de Paris. Le frère et la sœur vont toucher environ 15 000 €, ce qui est une somme très très importante au Vietnam actuellement. Malgré des origines très prestigieuses, ils vivent plutôt de manière très modeste. Là, tout de suite, je suis un peu étourdi et surpris par tout ça. Avec cet argent, on va pouvoir réaliser notre rêve à mon frère et à moi. Rénover cette maison pour la mémoire de nos ancêtres et pour les générations futures. C'est comme si les ancêtres nous avaient envoyé cet argent. Et par hasard, vous seriez en contact avec certains de vos oncles? Oui, je suis en contact avec quelques-uns, comme Vinh Bao Bu, qui est aux États-Unis. Il y a aussi cette cousine, si vous voulez la contacter.
Je pense que Winh-Can, du fait même qu'il habite la maison de Hung Ton, donc le berceau familial, s'est donné comme mission de rester avec le maximum de personnes possibles de la famille. And Tituk, she's living in Michigan. Yes. Et là, il nous donne la plupart des héritiers qui nous manquaient et qui se trouvent pour la plupart aux États-Unis. Et là, effectivement, petit à petit, l'arbre généalogique se remplit. En retrouvant Winh-Can, on retrouve en même temps des informations sur le reste de la famille. Donc il y a vraiment un côté tout à fait exceptionnel. C'est le destin. Vous m'avez trouvé et moi je vous donne le contact avec les autres membres de la famille. La vie est bien faite. Marine et David retrouveront 14 héritiers à travers le monde. Le dossier leur aura demandé plus de 2 ans de travail. On n'était pas véritablement certain qu'on pouvait venir à bout de ce dossier, mais finalement on y est arrivé. J'ai vécu un moment exceptionnel au Vietnam, d'arriver dans la demeure de cet ancien mandarin de la cour impériale dont ma mission a consisté à retrouver les descendants. C'est un moment comme malheureusement je ne pense pas en revivre très très souvent. C'est en Pologne, à 1 heure de route de Cracovie, que Julien et Jeanne-Marie poursuivent leur enquête sur les traces de Bernard, porté disparu depuis 80 ans et engagé volontaire au sein de la Waffen-SS. Les premiers Waffen-SS français formés sont envoyés sur le front en Pologne. On va aller rechercher dans le plus grand cimetière allemand en Pologne si on n'a pas une trace de Bernard. Incroyable. Durant la Seconde Guerre mondiale, près de 500 000 soldats allemands ont trouvé la mort en Pologne. Une grande partie des corps retrouvés ont été rapatriés ici. En tout cas, c'est quand même assez impressionnant, toutes ces stèles avec tous ces noms dessus. Donc, en majorité des soldats allemands, mais j'imagine qu'il y a d'autres nationalités. D'autres nationalités aussi. On a tout le poids de l'histoire sur les épaules. Alors là, c'est par ordre alphabétique, donc peut-être qu'on va pouvoir le trouver. Alors, et là, on se rend compte que cette guerre a fait énormément de morts des deux côtés. Là, c'est pas la bonne lettre non plus. Là, on retrouve les C. Moi, je vois que des noms allemands. Ouais, moi aussi. J'ai des Ludwig, des Dan. On va de stèle en stèle. Et on recherche le nom de famille de Bernard. Et on ne trouve pas. Il faut peut-être qu'on trouve quelqu'un qui... Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Je ne sais pas si les planètes s'alignent, hein, mais on rencontre la personne qui est chargée de ce cimetière et qui nous annonce qu'il existe des archives et que tous les noms sont répertoriés. Et voilà. Les livres, l'un c'est sur tous les morts allemands ici sur toute la Pologne et le deuxième avec les morts qui sont ici sur le cimetière de Chemianowice. Ok. C'est Bernard. 27 mars 26. Donc c'est lui. Oui. C'est lui. Et il est mort le 21 août 44. Ok. Et c'est un mocre. Donc là, mocre, ça veut dire qu'effectivement, il est décédé à cet endroit, mais on n'a aucune certitude qu'il soit enterré quelque part. Oui, c'est ça. Il est mort dans les quelques jours de la dernière bataille de la brigade, c'est-à-dire il est tombé dans le combat. C'est des destins qui sont tragiques. Ces jeunes hommes-là étaient amenés sur le front de l'Est en fait pour stopper une arrivée de l'armée rouge qu'on sait aujourd'hui inéluctable et qui était juste utilisée comme de la chair à canon pour faire gagner un peu de temps aux Allemands derrière la ligne. Donc il leur a fait à peu près 9 mois, 8 mois de service dans l'armée allemande avant de décéder ici, c'est ça? Oui, mais c'était le destin de cette brigade Waffen-SS.
Comment le dire à la famille? C'est vrai que c'est un parcours particulier et puis voilà, je pense qu'ils ne peuvent pas imaginer. On sait qu'on va pouvoir expliquer à ses héritiers ce qu'il est arrivé, même si c'est pas forcément une belle histoire qu'on va leur raconter. Comment réagiront les héritiers en apprenant que leur oncle s'est engagé dans le camp nazi? Une rencontre délicate attend les généalogistes. Non, numéro. Oui. En Serbie, dans la banlieue de Belgrade, Vesna et Stéphanie sont désormais fixées sur le nombre total d'héritiers de Draga. C'est 27. C'est mon chiffre porte-bonheur. Elles ont retrouvé 4 petits-enfants de Draga la défunte, tous nés en Serbie, en plus des 2 qui ont grandi en France, Gordana et Maurice. Grâce à la compagne de Goran, on finit par localiser Daniela. Daniela. Bonjour, vous êtes bien Daniela? Oui. Est-ce que je peux vous voir? Oui, je vous en prie, entrez. Un notaire nous a sollicité pour établir la succession de votre grand-mère Draga. Et il fallait retrouver les héritiers, et aujourd'hui, on est arrivé à vous. Je suis vraiment surprise. Je ne m'attendais pas à ça. L'héritage sera essentiellement composé de la moitié de la vente de la maison, ce qui constituera pour vous à peu près plus d'une dizaine de milliers d'euros. Est-ce que cet argent sera important pour vous? Bien sûr, je pourrais m'acheter ma maison et j'aurai ainsi un souvenir de ma grand-mère. Daniela est fille-mère, elle a 2 enfants, elle cumule 2 emplois et là en fait elle a l'impression que ça va être vraiment un nouveau départ. Mes enfants auront enfin un toit sur leur tête pour qu'ils ne traversent pas ce que j'ai vécu, ballottés de maison en maison, avec des loyers à payer. Et bien sûr, la maison sera un souvenir de leur arrière-grand-mère. Même s'ils ne l'ont pas connue, il y aura ce souvenir. Vous êtes toujours en contact avec Gordana et Maurice? Non, car ils ne nous reconnaissent pas en tant que frères et sœurs. Votre mère n'a jamais essayé de récupérer vos frères et sœurs en France pour que vous soyez tous réunis? Si, elle aurait voulu. Mais elle devait se dire que c'était mieux pour mon frère et ma sœur d'être en France, car ici en Serbie, ils n'auraient pas eu les mêmes conditions de vie. Je voudrais bien les revoir, les retrouver comme avant. Avec sa fille Alexandra, l'héritière tient à conduire les généalogistes là où elle a grandi, à Stalac. C'est ici qu'on vivait tous ensemble, avec mes parents et mes frères. Ici donc? Voilà, juste ici. L'abri de fortune prêté par la mairie où vivaient Daniela et sa famille a été détruit il y a quelques années. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avons survécu. Ils nous aimaient et même si nous n'avions pas beaucoup de moyens, nous avions leur amour. C'est beaucoup d'émotions. Elle revit son passé et ça lui fait remonter les souvenirs, l'héritage. Sachant que mes 2 parents sont décédés ici. Ça la rappelle des moments très douloureux. Et là, oui, elle pleure. J'aimerais bien venir à Paris pour voir la tombe de ma grand-mère, car je n'étais même pas présente à son enterrement. Ce serait très important pour moi. Les histoires d'émigration, ça a créé beaucoup de séparations et beaucoup de douleur. Moi, ça me touche beaucoup, oui. Je revis en même temps avec elle. Tout va bien se passer, vous allez venir. Stéphanie retrouvera où elle a été enterrée. Tu pourras voir où elle est enterrée. Ah oui, ça y a aucun souci, oui. Daniela attend beaucoup de son séjour prochain en France. Sera-t-il à la hauteur des attentes de l'héritière qui espère également renouer avec son frère et sa sœur après plus de 20 années de silence? Sur les routes du Cantal, après avoir découvert que Bernard, porté disparu depuis 80 ans, est en réalité mort sous les drapeaux nazis en Pologne,
Julien et Jeanne-Marie ont rendez-vous chez Christian, un de ses neveux. J'appréhende un peu de le rencontrer et puis de lui dire ce qu'on a trouvé. C'est un peu le rabat-joie qui arrive dans une maison pour dire que votre oncle était un Waffen-SS. Donc c'est assez lourd comme chose à porter, mais c'est aussi le cœur de notre métier. C'est pas forcément de donner que des bonnes nouvelles, et c'est d'arriver à le faire de la bonne manière. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur, mon épouse. Jeanne-Marie Bagné, bonjour madame. Content de vous accueillir. C'est compliqué à annoncer en fait à une famille, même s'ils ne sont pas du tout responsables de ce qui s'est passé avant eux, même s'ils ne sont pas du tout responsables des choix de Bernard. Donc, c'est dans le cadre de la succession de votre oncle Maurice, qui est décédé il y a à peu près 10 ans. Et parmi ses frères et sœurs, il y avait Bernard, qui a disparu il y a plus de 80 ans, dont vous n'avez plus de nouvelles. Non, jamais. J'essaye d'amener les choses de façon progressive et de lui demander si lui-même n'avait pas un doute. Vous ne savez pas du tout, vous n'aviez pas d'indices Mais il y avait des indices d'un oncle qu'il aurait été à la Légion étrangère. J'ai écrit, ils m'ont dit qu'il n'y était pas. Je suis un peu tremblant quand même parce que c'est la première fois que je travaillais sur un dossier de la sorte et j'appréhende un peu sa réaction. On est parti sur essayer de le retrouver dans la presse, notamment essayer de voir s'il n'y avait pas des faire-part de décès dans les rubriques nécrologie à cette époque-là qui auraient pu apparaître. J'essaye un peu de gagner du temps en tournant autour du pot, en lui expliquant voilà, comment on a fait, etc. Mais à un moment, voilà, il faut bien arriver à dire les choses et donc on lui annonce la nouvelle. Donc là, la première chose, nous, qu'on a trouvée, ça se trouve dans un journal. C'est le journal Le Matin. Donc c'est un journal qui était plutôt collaborationniste pendant la guerre. On a un article d'un journaliste qui va visiter le camp d'entraînement des Waffen-SS. Et nous, la surprise qu'on a eue, c'est de trouver juste là le nom et le prénom de Bernard. Donc ça, c'était quand même assez incroyable. Donc là, il était comme ça, en uniforme allemand. On dirait un enfant. Mais il était tout jeune en fait, parce que c'est en 43, il avait en 26. C'est ça, il avait 17 ans. 17 ans, ouais. Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? C'est fou, quoi. On ne pensait pas du tout à ça. J'ai même pas de compassion pour cet homme, même s'il est mort. J'ai plus de compassion pour les Waffen-SS enrôlés de force en Alsace et en Moselle que pour lui. Bon, il a mérité quand même un petit peu sa destinée. Il y a des propos qui sont assez durs, qui sont justifiés aussi. Je ne suis pas content de savoir, je sais. Je sais. Vous pensez que votre maman était au courant? Elle doit avoir une idée. Mais je pense, voilà, je ne peux pas en dire plus, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est au courant, peut-être qu'elle ne l'était pas. Elle a mis un voile là-dessus. Tout de suite après, il nous annonce que son propre père avait été interné dans un camp de concentration, le camp de Mauthausen. Il y a passé 4 ans. Par rapport à mon père qui est espagnol et déporté, ça fait quand même un contraste, un grand contraste. C'est le grand écart, quoi, en fait. Ah oui, c'est le grand écart, oui. C'est la même période. Exactement. Des personnes qui ont à peu près le même âge. Oui, puisqu'il est né en 20 et lui en 26. Et qui vivent des vies totalement opposées, quoi. Oui, c'est saisissant. En fait, l'histoire, c'est avant tout des vraies vies, avec des vraies personnes, avec leur complexité. T'es pas responsable de ça? Non, on n'est pas responsable. Heureusement qu'on n'est pas responsable. Non, ni la famille, d'ailleurs. Et chacun est libre de faire sa vie. Mais elle a été courte, la fille. Hein. Ce qui est dommage. Voilà. On a révélé un secret de famille. Donc,
Pour eux, c'est la fin d'un chapitre. Et pour nous, on a encore du mal à y croire. C'est quand même assez bouleversant. C'est un dossier qui me marquera, je pense, toujours. En pénétrant l'intimité des familles, les généalogistes ravivent parfois des blessures enfouies et bousculent la vie des héritiers. Noisy-le-Sec, en région parisienne. Daniela, l'une des petites filles et héritières de Draga, a fait le voyage depuis la Serbie avec sa fille, Alexandra. Elle souhaite rendre un dernier hommage à sa grand-mère, avec laquelle elle avait perdu contact depuis plus de 20 ans. Je la regarde et c'est comme si je voyais ma mère. J'y suis finalement arrivée après toutes ces années. Je n'étais même pas là quand elle a été enterrée. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de venir. Merci de tout mon cœur. Daniela, elle pleure toute sa vie. Je pense dès l'enfance jusqu'au présent. Elle pleure sa grand-mère, mais surtout sa vie. Sa vie, son passé, son enfance, tout. Elle, quand elle était petite, qu'elle était malheureuse, ses parents qui sont décédés, elle n'a pas fait le deuil, la grand-mère qu'elle n'a jamais connue, mais c'est toute sa vie en fait qui ressurgit. Malgré leurs efforts, les généalogistes n'ont pas réussi à convaincre les frères et sœurs français de Daniela d'être présents aujourd'hui. J'espérais que peut-être il serait possible de se voir. C'est dommage. Nous sommes pourtant frères et sœurs. Peu importe que nous n'ayons pas le même père, nous avons la même mère. J'aimerais les voir. J'aimerais les voir au moins encore une fois dans ma vie, elle et mon frère. En fait, parfois, on voit des histoires qui se terminent très très bien et puis les gens sont heureux de se retrouver et tout. Mais parfois, quand les gens veulent pas, on peut pas aller contre leur décision. On peut pas imposer aux gens de se retrouver et de s'aimer et d'être heureux. Dossier après dossier, les bouleversantes révélations des généalogistes marquent à jamais la vie des héritiers.